plaisir de recevoir et l'honneur. À la deuxième reprise, l'année dernière, vous étiez venu nous parler du livre de votre père sur la Grande Catherine. Cette année, le prince Morozzi va nous parler de son association, l'association Saint-Vladimir, et d'une manière générale, en quelques instants, c'est difficile d'épuiser le sujet, l'apport de la culture russe à la culture française, en particulier après la révolution bolchevique. Il y a eu plusieurs immigrations. Il y a eu des rapports fructueux avec des Français, on peut penser au groupe de Meudon, à Gabriel Marcel, Maritain, Gilson et certains grands dominicains qui étaient en rapport avec des bons théologiens, soit de Saint-Serge, quoique Saint-Serge n'est pas produit de théologiens. Et le seul qui les produit, excusez-moi mon père, Bulgakov, qui était un hérétique. Mais enfin. Mais il n'a pas produit, il est venu tout seul. Oui, bon. Pas pareil. Voilà. Bon, à vous. Et je suis à la fois ému parce que, invité par le frère Thierry, avec qui j'ai maintenant un rapport non seulement spirituel, mais profondément amical, et surtout mon vis-à-vis, qui est l'aumônier de l'association européenne Saint-Vladimir. Parce qu'une association qui s'appelle Saint-Vladimir ne peut pas avoir un autre parrainage que spirituel. Donc ce parrainage, c'est lui qui en est l'auteur. On a aussi un président d'honneur. Ce président d'honneur est l'aîné des Romanov, puisque là c'est l'histoire, la grande histoire de la Russie. Donc la Russie, c'est la spiritualité d'abord, et on peut dire la monarchie qui en fait partie, ce qui est très spécifique à la Russie. Alors pour revenir à Saint-Vladimir, puisque le père Thierry me demande de parler de l'association, pourquoi Saint-Vladimir? Parce qu'il s'agit d'un être hors norme qui a été reconnu saint à Rome comme à Constantinople. Pourquoi? Peut-être pas parce que comme Saint François d'Assise ou Saint Séraphin de Sarov, il a une sainteté très, comment dirais-je, qui a trait à l'humilité, parce que la sainteté c'est l'humilité. Alors que là on peut être étonné, on peut se dire c'est un grand prince qui a tous les pouvoirs, toutes les possibilités, mais qui a eu une révélation. Cette révélation, elle a été influencée par sa grand-mère, Sainte Olga. Sainte Olga, la première grande sainte russe reconnue, qui a été enthousiasmée par le monde de Byzance, et certainement grâce à sa grand-mère, Vladimir a eu cette révélation, et surtout aussi une certaine influence de prestige. Parce que la Russie, à cette époque-là, on était au Xe siècle, était quelque peu isolée par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Europe. Et le fait d'épouser une princesse impériale de Byzance donnait un certain prestige. Mais à la fois, on épousait la foi de Byzance, et comme l'ont dit maints historiens, occidentaux d'ailleurs, Byzance était l'Europe avant l'Europe. C'était déjà la civilisation avant l'Europe. Alors, pour revenir à Saint-Vladimir, il était donc un profane, un idolâtre. La Russie à ce moment-là ne considérait que des statues de bois qui s'appelaient Péroun, le dieu du tonnerre, Volos, le dieu du commerce. Et je crois qu'aujourd'hui, actuellement, nous sommes très proches de cela, en France en particulier. Pour revenir donc à cette révélation, quand il a découvert sa femme, son épouse, il a abandonné 1001 concubines, disent les historiens,
Et il est tombé très amoureux, à tout point de vue, de sa femme. Et elle lui a dit, tu dois baptiser ton peuple. Et c'est ce qui est spécifique encore une fois à la Russie. C'est qu'imaginez un chef, un souverain, qui oblige son peuple à se baptiser. C'est-à-dire qu'il a fait plonger son peuple dans le Dniepr. Et donc il y a eu ce baptême de la Russie qui s'est passé en 988. Donc, un déjeuner a eu lieu en 1987. Ce déjeuner s'est fait, il faut le dire, et on lui doit, à l'initiative d'un écrivain que vous connaissez tous, Vladimir Volkov. Vladimir Volkov me dit, Constantin, écoute, compte tenu, il m'a flatté, il m'a dit compte tenu de ta famille, de tes traditions, de ta foi, jusqu'à maintenant, bon, tu as une vie professionnelle et mondaine, mais tu devrais faire autre chose. Alors je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on est en 87, c'est le millénaire capétien, tu es monarchiste, donc tu dois participer aux célébrations du millénaire capétien. Ça m'était d'autant plus facile que, comme vous le savez, je suis très lié avec nombre de Bourbons, à commencer par votre président, le prince Henri de Bourbon-Parme, qui a d'ailleurs été témoin de notre mariage. Alors ça m'a été donc très facile de célébrer ce millénaire capétien. Et c'est là où Vladimir Volkov a eu cette idée. Il m'a dit, le millénaire capétien doit nous aider à célébrer le millénaire russe l'année suivante et montrer le lien entre les deux. Ce lien franco-russe qui remonte à cette époque. Donc un lien qui a plus de 1000 ans. À savoir que la petite fille de Vladimir, dont je viens de parler, a épousé donc en 1054, si ma mémoire est bonne, et le roi Henri Ier de France, petit-fils d'Hugues Capet. C'est extraordinaire que Hugues Capet et Vladimir le Grand aient leurs petits-enfants mariés. Donc, Anne, dite de Kiev, alors là c'est intéressant, on peut faire une parenthèse. Anne de Kiev, Vladimir Volkov me disait toujours 10 princesses russes, et oh combien il avait raison, puisque Kiev à cette époque était la première capitale de la Russie. Donc c'était la Rousse, et comme vous le savez, il y a actuellement beaucoup de difficultés avec cela, parce que l'histoire ou est méconnue ou ne veut pas être connue, ce qu'on appelle la politique. Donc pour revenir à, encore une fois, ces liens franco-russes, ils sont très importants, parce qu'ils sont d'abord spirituels, ils sont de sang royal, de surcroît, donc il y a un lien de sang, un lien de spiritualité, donc c'est très fort. Et c'est peut-être pour ça que les Français aiment tant les Russes et vice-versa. Quand je dis les Russes en général, c'est-à-dire ils aiment les ballets, mon cher ami, n'est-ce pas? Ils aiment l'icône, n'est-ce pas, cher révérend père? Ils aiment enfin tout ce qui a trait à la musique, ce qu'on appelle en fait l'âme russe, c'est tout cet ensemble et surtout cette spiritualité spécifique dont je viens de parler, qui est très forte et que l'on retrouve actuellement. On revient de Moscou avec ma femme il y a depuis un mois environ. On a vu un Moscou vraiment émouvant par sa propreté, sa renaissance, et sa renaissance, quand je parle de sa renaissance, dans ses églises. Il y a une ferveur, les églises sont pleines. C'est extraordinaire. Alors pour venir maintenant à nos buts, parce que faire une association, c'est une chose, vous le savez. Il n'y a pas que, comment dirais-je, le côté purement conférence, parole, il y a le côté humanitaire. Côté humanitaire, c'est-à-dire donner des exemples concrets, parce qu'autrement, c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est du blabla. Alors, pour concrétiser ces buts de cette amitié franco-russe, eh bien, on a essayé au départ
de faire des conférences, des colloques, des concerts au profit d'œuvres ponctuelles. Alors, il s'est trouvé que en 89, après 88, il y a eu des célébrations en France sur la Révolution française. Alors j'ai eu l'idée, ça m'a été mon idée personnelle, c'est de faire un lien entre trois révolutions. La première, la britannique, avec Cromwell. La deuxième, avec Robespierre, la française. La troisième, avec Lénine, la russe. Et montrer le lien de ces trois révolutions qui voulaient quoi? Couper la tête du roi, bien sûr, mais briser l'Église. Et on a eu la chance d'avoir un président qui a accepté cette présidence, qui était Pierre Chenu, bien connu. Et Pierre Chenu donc a été enthousiasmé. Il nous a obtenu la salle La Rochefoucauld à la Sorbonne. Et on a trouvé un ensemble d'orateurs assez merveilleux, dont un certain Père Chebaïev, 20 ans de goulag, qui a eu sa tribune. Le Père Armogat, donc pour les catholiques, le révérend Père Boris Bobrenskoy, Hélène Carrère d'Ancos, qui n'était pas encore académicienne, et Ogourtsov, qui a été fondateur de démocratie chrétienne en Russie à l'époque. Donc vous imaginez cet ensemble d'orateurs qui ont très bien traité le sujet. Et on a parlé du coût de ces révolutions, considérable, en vie humaine et en destruction du patrimoine. Donc, grâce à cela, on a commencé une première œuvre, ça a été pour l'ACR, cette association, n'est-ce pas, qui s'occupe des enfants abandonnés en Russie. Et si ma mémoire est bonne, c'est Tchaninov qui en était le président et qui était présent. Cyril Etchaninov. Alors ça a été la première offre humanitaire qu'on a faite. Et il y en a eu d'autres ensuite. Arrive donc 91. 91, alors là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a voulu faire la célébration du centenaire de l'Alliance franco-russe. Il y avait 100 ans, par Alexandre III, donc, qui a fait cette alliance franco-russe, d'ailleurs dont mon arrière-grand-père, Alexandre Mourouzi, était un conseiller intime et a eu quelque influence là-dessus, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Alors j'en suis d'ailleurs très fier. Et donc, pour ce faire, on a demandé au président du Sénat de l'époque, qui a tout de suite accepté, qui était M. Alain Poher, M. Maurice Schumann aussi, qui était donc son conseiller culturel, grand ministre, Maurice Schumann, ont accepté qu'on fasse ce colloque au Sénat. Et on a invité Anatoly Sobchak, alors maire de Leningrad, et son épouse, pour ce colloque. Et c'est là où Madame Sobchak s'est levée à un moment donné et a parlé de Notre-Dame de Kazan, musée de l'athéisme. Musée de l'athéisme, et où on a découvert un petit paquet, objet sans importance, dans lequel il y avait les reliques, et sur ce petit paquet était marqué objet sans importance. Vous voyez? Alors ça a été évidemment un moment à la fois pathétique et étonnant. Oui, bon, parce que là je m'y perds, si tu... Alors, non, mais c'est vrai, elle veut intervenir. Donc, non, 91, donc il y a eu ce moment, et alors ça a été pour nous le moment où on a, comment dirais-je, fait, je crois, le plus grand, comment dirais-je, la plus grande manifestation, je crois que ça a été la plus importante sur un plan, on va dire mondain, spectaculaire surtout, je ne parle pas spirituel, mais historique, quelque part. C'était à Chantilly, dans les grandes écuries de Chantilly. Imaginez les grandes écuries, les plus belles du monde, les écuries du Grand Condé. Eh bien, on a réuni quand même 700 personnes, grosso modo, en tenue de soirée, grâce
à un cousin éloigné, feu duc de Noailles, qui m'a dit « Va voir mon écuyer Yves Bien-Aimé », qui portait d'ailleurs bien son nom à ce moment-là, puisqu'il nous a ouvert les portes des grandes écuries gracieusement. Et grâce à ça, on a pu réunir tout ce monde extraordinaire, à savoir le grand-duc Vladimir, à l'époque, était notre président d'honneur, les Bourbons, etc., toute la noblesse française, la noblesse russe, tous les grands intellectuels. Et bien entendu, on a invité le maire de Leningrad, mais il n'a pas pu venir à ce moment-là, c'est son épouse qui l'a représenté. Mais on a eu un autre personnage tout à fait étincelant sur le plan de l'histoire, et je dirais même de la spiritualité, qui était le doyen du goulag. Le doyen du goulag, qui était Oleg Volkov. Oleg Volkov a fait 27 ans de goulag. Et il disait lui-même, Solzhenitsyn est formidable, mais je suis quand même son aîné, moi je suis russe, lui soviétique. Et alors, Oleg Volkov est venu spécialement de Moscou pour ça. Et après que Madame Sobchak ait pris la parole en disant, en s'adressant au grand-duc, elle lui dit « Velike Kniaz », c'est-à-dire « Monseigneur, c'est extraordinaire de vous trouver ici, dans ces grandes écuries où le prince de Condé a accueilli votre ancêtre, le tsarevitch Paul, fils donc de Catherine II, n'est-ce pas, et de reconstituer ce souper extraordinaire, c'est fabuleux de vous rencontrer là. Et alors à cet égard, je dois vous dire une nouvelle. Dans quelques semaines, Leningrad va reprendre son nom, le nom de votre famille. Et donc nous comptons absolument sur vous pour présider les cérémonies du changement du nom de Leningrad en Saint-Pétersbourg. Vous imaginez, les 700 personnes étaient tout à fait... Il y a eu quelque chose comme une sorte d'émotion générale forte. Et Oleg Volkov s'est ensuite levé à son tour et a parlé du malheur, de la pauvreté, des campagnes, du monde, de la paysannerie, de la terre, cette terre russe qui est la mère de la Russie, qui est sa mère nourricière. Et c'est cette terre qu'il faut avant tout protéger, et on doit compter sur vous, les politiques, vous, les gens de pouvoir, pour effacer cette pauvreté. Donc c'était magnifique, hein. Je suis incapable de retrouver tous ces mots, mais il a enchanté notre auditoire. Alors, cette manifestation a eu un certain retentissement et nous a permis concrètement d'avoir un chèque pour aller avec le grand-duc à Leningrad devenu Saint-Pétersbourg. Parce que le grand-duc dont j'étais à ce moment-là de camp me dit « Constantin, tout ça c'est très bien, mais moi, je ne veux pas de visa pour aller dans mon pays. » Il n'y est jamais allé, hein, la première fois. Pas de visa, un avion privé et un aéroport qui ne soit pas un aéroport touristique. Mettez-vous à ma place. Alors, j'ai obtenu de l'ambassade très facilement qu'il n'y ait pas de visa, ça, ils ont été tout de suite d'accord. Deuxièmement, l'aéroport, ils ont trouvé un petit aéroport militaire. Et troisièmement, l'avion. Alors, j'ai un cousin très éloigné que vous connaissez tous, qui s'appelle Serge de Palaine, qui a épousé la fille Margarita Agnelli, c'est-à-dire la fille de Gianni Agnelli, le grand patron de Fiat. Alors j'ai dit, écoute mon vieux, si tu n'es pas capable de me trouver un avion, eh bien tu n'es pas fort. Je lui ai dit. Et alors l'avion est arrivé. Alors ce qui fait que grâce à ça, eh bien, on a pu faire ce voyage, et ça a été donc les cérémonies du changement du nom, qui ont duré 6 jours, donc un voyage inattendu, surréaliste,
incroyable. Donc, nous, ça nous a permis, avec, grâce à la manifestation de Chantilly, d'obtenir un ensemble de vêtements, de bottes, pour habiller un orphelinat entier, où il y avait, je crois, environ 500 enfants. Alors on est allé visiter cet orphelinat, parce qu'on nous montrait évidemment que des palais, avec des, n'est-ce pas, des palais, des concerts au Mariinsky, enfin mais c'était exceptionnel, parce que c'était vraiment pas touristique. Grâce évidemment au grand-duc Romanov, vous imaginez. C'était tout à fait... Pardon ? À qui on a offert les bottes ? Pardon ? Qui n'a pas de chaussures pour sortir. À qui on a offert les bottes ? Ben, à l'orphelinat numéro 7. Oui, c'est ça. On a offert les bottes et les chaussures, les vêtements à l'orphelinat numéro 7. Et d'ailleurs, il y a une journaliste que vous voyez toujours dans le Figaro, qui est d'ailleurs venue faire un reportage là-dessus, qui s'appelle Laure Mandeville. Et elle est venue faire un reportage sur cette histoire, sur cet orphelinat numéro 7. Alors ça a été notre première œuvre, en quelque sorte. On revient donc en France, l'association continue, et moi j'aimerais maintenant parler rapidement de quelque chose de très important vis-à-vis de mon vis-à-vis, c'est Reims. Parce que, vous vous rappelez, pour revenir aux catholiques, le pape, sa sainteté, le pape Jean-Paul II, donc a proposé de venir à Reims en 1996. Donc ça fait combien maintenant? 20 ans. Donc il y a 20 ans. Donc je me suis dit avec mes amis, nous les orthodoxes, bon, ben dans cette histoire, on est complètement éclipsés. Alors je me suis dit, il faut peut-être qu'on soit un petit peu là. Comment faire pour ne pas être complètement éclipsé? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut qu'on aille à Reims un mois avant l'arrivée de sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Pour ça, il fallait l'accord de Monseigneur de Foix, archevêque de Reims à cette époque. Alors je suis allé voir Monseigneur de Foix, et il m'a dit, mais alors qu'est-ce que vous me proposez? Ben, je dis, voilà, nous avons 80 choristes qui pourraient donc chanter dans la cathédrale, 40 en grégorien, 40 en slavon, donc faire un tédéum, ce qui est assez simple, ça nous réunit facilement, et vous, bien entendu, officiant, monseigneur, entre deux de vos égaux orthodoxes, à savoir celui qui représente Constantinople et celui qui représente Moscou. Donc on aura les trois Roms. Rome, Moscou, Constantinople. Alors il me regarde, il réfléchit. Ah, mais c'est pas mal ça, me dit-il. Ah, c'est une idée. Il y a un presbytère, je crois, et là, on pourrait faire le colloque où on évoquera Constantin, les trois baptêmes, Constantin, Clovis et Vladimir, les trois. Ah, il me dit, là je crois que je suis votre avocat maintenant. Donc ça passe très bien, et on a pu réaliser ça. Alors ça a été merveilleux parce que le très révérend père Nicolas Ozoline a eu la gentillesse justement de, comment dirais-je, de faire le reportage, d'interviewer. Alors il y avait notre ami le prince Dimitri Chakoskoï, vous savez, qui est agrégé de russe et qui est président actuellement d'ailleurs de la noblesse russe, qui est d'ailleurs mon parrain, donc qui a participé brillamment à ce colloque qui était encore présidé encore une fois de plus par Pierre Chenu, qui avait présidé, vous vous rappelez, le colloque à la Sorbonne, et là donc il a présidé ce colloque. Et nous avions aussi un grand professeur de droit, historien du droit, qui était Bernard Cos, donc un grand catholique. Et donc c'était parfait, n'est-ce pas? C'était ça. Alors donc il y a eu ce colloque, et ensuite, suite au Tédéum, pardon, et enfin, le côté plus profane, si j'ose dire, ça a été la fête dans les caves de Roderer.
parce que Roderer a été enchanté de cette histoire, il nous a offert ses caves, il nous a offert son champagne, et on a fait un dîner dans les caves de Roderer. Et qui a animé la tombola en disant « Si aujourd'hui vous n'êtes pas généreux, ben vous ne le serez jamais », eh bien c'était Henri Amouroux, le grand historien de la Deuxième Guerre mondiale. Henri Amouroux, vous imaginez ça. Alors, voilà encore un moment qui nous a permis, à ce moment-là, d'avoir encore un très joli chèque pour nos œuvres. Et là, on a choisi à ce moment-là un hôpital, le plus ancien de Saint-Pétersbourg, le plus beau, qui était parrainé d'ailleurs par l'empereur et ses filles, en fait, etc., les grandes duchesses, l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine, qui a toujours porté son nom, même pendant les horreurs. Et alors, à partir de 96, donc il y a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on s'occupe de cet hôpital Sainte-Marie-Madeleine, un hôpital d'enfants pédiatriques. Au départ, c'était des enfants abandonnés, très pauvres. Et maintenant, il y a tous les enfants de bourgeois qui y vont, parce que ça marche très bien, grâce aux différentes manifestations qu'on a faites à son profit, pour justement donner un exemple de solidarité vis-à-vis des Russes qui souffrent et qui ont besoin justement d'un réconfort spirituel. Alors, ça c'est 96. 97, on fête nos 10 ans. Alors, 10e anniversaire, dans une ancienne ambassade. Vous connaissez tous le cercle interallié. Eh bien, le cercle interallié a été l'ambassade de Russie, de Nicolas Ier et d'Alexandre II. Nicolas Ier et Alexandre II, eh bien, donc, avaient cette ambassade à Paris qui était le cercle interallié. C'est pas toujours connu, hein. Et alors, ça a été pour nous l'occasion de fêter nos 10 ans. Et là, encore une fois, on a eu autant de monde à peu près qu'à Chantilly. C'était Pierre-Christian Tétinger qui a toujours été un de nos grands fidèles, un inoxydable maire du 16e arrondissement, qui était à ce moment-là président du cercle interallié. Jean-François Degnaud donc a été un de nos orateurs à l'époque, pour le citer, parce que c'est quand même intéressant de savoir des personnages comme ça ont été très fidèles à notre mouvement, puisque allant à Moscou, Jean-François Degnaud me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je dis « Écoute, on a une église à Moscou qui s'appelle Saint-Grégoire et on veut en ce moment y faire une restauration et donc comment dirais-je, une petite école pédagogique à la manière impériale, du vieux temps impérial. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être aller les voir et donner un petit chèque de notre part ?» Il l'a fait, il est allé, et il est revenu avec une icône. Et alors, pour parler de lui, lors de notre manifestation pour nos 10 ans au Cercle Interallié, il en a profité pour dire que c'est lui qui a obtenu de son gouvernement à l'époque de faire venir le film d'Andrei Roublev en France. C'est lui qui a obtenu les droits. C'est lui qui a obtenu les droits et que le film puisse se répandre dans toute la France. Le grand peintre d'icônes. Donc voilà pour nos 10 ans. Et puis alors maintenant je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Il y a eu nos 20 ans. Ensuite, il y a eu 2005. Il y a eu 2005. Il y a eu 2000, l'an 2000. Ah oui, l'an 2000, oui, tu as raison. Parce que là, je m'excuse, j'ai rien préparé. Alors l'an 2000, ça a été la fête du jubilé. La fête du jubilé, pour la première fois, nous sommes allés dans la fameuse ambassade Boulevard-Lannes. Pour la première fois. Pour la première fois. C'était la première fois que nous allions là, et on fêtait le jubilé de l'an 2000, dans cette ambassade. Alors, c'était avec un ambassadeur qui s'appelait Alexandre Afanassievski. Cet ambassadeur, donc, quand je l'ai vu, je lui ai proposé un petit peu comme à l'évêque de Reims, si vous voulez. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet huluberlu qui vient me proposer des choses incroyables, à savoir faire une fête dans cette ambassade, en lui proposant, il y aura entre 500 et 700 personnes qui vont venir, croyez-moi, si on fait ça chez vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vais expliquer. Eh bien, c'est encore une manière de resserrer les liens franco-russes, spirituels,
culturel, diplomatique, et donc chez vous, et vous aurez tout Paris, spirituel, intellectuel, historique, etc. Alors il me dit, ah, vous croyez, etc. Mais j'en suis persuadé. Alors je lui ai montré nos références quand même. Et oui, d'accord. Alors donc on a réuni tout ce monde en l'an 2000 dans cette ambassade où on a fait 5 manifestations. Et avec vous, très révérend père, vous avez chaque fois dit la prière avant le dîner et puis vous avez aussi participé avec la chorale, n'est-ce pas? Donc il y a eu cet an 2000 et puis... 2005, l'hommage à Serge Liffard. Ah, alors il y a eu bien sûr un hommage à Serge Liffard, parce que ça c'est une anecdote émouvante. Mon père était très lié avec Serge Liffard, ils étaient très amis. Et mon père me dit, écoute, on est très injuste avec Serge Liffard, parce que c'est grâce à lui que l'opéra de Paris s'est relancé, a trouvé son aura, son rayonnement. Alors, moi je suis maintenant âgé, je ne pense pas que j'aurai la force de faire quelque chose d'important pour officialiser ça, donc je compte sur toi s'il m'arrive quelque chose, quoi qu'il en soit. Puis mon père s'est éteint, et je me suis dit, ben, je me dois de faire quelque chose. Et alors c'est là où on a pensé rendre un hommage à Serge Liffard en 2005, effectivement. Et là, c'était avec un autre ambassadeur, et quel ambassadeur, hein. Vraiment, comme on dit vulgairement, une grande pointure. Il s'agissait d'Alexandre Avdeyev, qui est actuellement ambassadeur d'ailleurs auprès du Saint-Siège à Rome, actuellement, après avoir été ministre de la Culture. Alors Alexandre Avdeyev a tout de suite accepté, il a trouvé ça très intéressant, et il a fait venir les... Trois couples de ballet. Trois couples de danseurs dont je ne me rappelle plus les noms, vous m'en excuserez, exceptionnels. Brigitte Lefebvre est venue de son côté avec 2 danseurs étoiles donc de l'Opéra de Paris, et là encore une fois c'était les liens franco-russes qui sont nos grands buts, comme vous savez. Parce que vous voulez que je parle, j'ai bien compris, ensuite de Berdaïev et de personnages de ce genre, mais vous savez, c'est, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un conférencier professionnel, alors vous me pardonnerez tous, et ce n'est pas ma spécialité, bien que Constantin Andronikov, qui fut un de nos grands amis, et membre d'ailleurs fondateur de notre association, m'avait beaucoup appris sur ces personnages. Si vous voulez, il en avait fait les traductions, vous vous rappelez. Donc vous me pardonnerez de ne pas développer sur cette question, mais dont je suis parfaitement convaincu. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre qui peut vous intéresser par... 2005, ensuite c'était le Pasternak. Ah, alors oui, quelque chose quand même de très fort aussi, ça a été de faire venir le fils de Boris Pasternak en 2008. 2008. En 2008, donc il y a 8 ans, on a eu l'idée... Oui, on a une idée grâce à une amie pianiste. Il faut donner à César ce qui est à César. Marina Primachenko, grande pianiste russe, qui a découvert les œuvres méconnues, les œuvres musicales, compositions de Boris Pasternak. Il était aussi compositeur de musique, très musicien. Et élève d'ailleurs de Scriabine, d'un ami de la famille Pasternak, de son père, grand peintre, qui a peint Tolstoï, comme on sait, et enfin tous les grands de l'époque. Et alors, je réfléchis, parce que chaque fois, il faut avoir une idée pour faire une manifestation. Et on regarde, commémoration, c'est très à la mode en ce moment, n'est-ce pas, avec M. Hollande. Donc, commémoration, je vois les 50 ans du prix Nobel. Les prix Nobel ont changé, hein, maintenant que Bob Dylan a eu un prix Nobel. Et prix Nobel pour Boris Pasternak, qui n'a pas pu aller chercher son prix Nobel. Vous voyez, les temps ont changé. Il n'a pas pu à l'époque, et pour cause. Rideau de fer. Bon. 50 ans après, il dit, mais il faut faire ça. On va lui rendre un hommage. Comment? Faire venir
son fils de Moscou, sa famille, faire parler celle qui a lancé son œuvre, hein, Jacqueline de Proyard, la comtesse de Proyard, qui avait à l'époque 25 ans quand elle est allée à Moscou, voir le maître. Le maître voit une jolie femme, agrégée de lettres. Russe. Agrégée de russe, entre autres, tu as parfaitement raison, et qui séduit bien entendu le maître. Et grâce à cela, il lui donne son œuvre, il lui dit, bon, allez-y, faites ce que vous voulez de tout ça, si vous pensez que ça a un intérêt. Et elle a emmené l'œuvre en Italie dans une maison d'édition. C'est pas elle, c'est le pas elle, mais gouvernement enfin, communiste. C'est les communistes, il faut le faire en Italie, et tout le monde s'est mis à parler italien ensuite. Apprendre l'italien. Pour Lire le Givago. pouvoir lire le docteur Givago. Et puis donc, comment dirais-je, de cet éditeur italien, on est arrivé à Gallimard grâce justement encore à Jacqueline de Proyard, et qui a lancé cette œuvre, non seulement le docteur Givago et toutes les autres œuvres, à l'échelle universelle. Donc, Jacqueline de Proyard, qui n'avait plus 25 ans, comme vous imaginez, en 2008, le fils de Boris Pasternak, qui avait 86 ans, sa femme, ses enfants, Il dit 2 poèmes de son père. Hélène Carrère d'Ancos, qui a fait un dialogue avec Jacqueline de Proyard, justement, sur cette époque terrible. L'ambassadeur, ça a été encore une de nos idées, ça, l'ambassadeur de Suède, qui représentait le prix Nobel, c'est son pays, pour remettre, en quelque sorte, un symbole du prix Nobel au fils de Boris Pasternak. Et, comme tu le disais, qu'est-ce que tu me disais là? Tu me soufflais quelque chose. Non? Oui, il a dit 2 poèmes de son père. Oui, il a dit oui, bien sûr. Le fils donc, de Boris Pasternak a dit des poèmes de son père, et c'est là où Jacqueline de Proyard a eu la larme à l'œil en disant il a vraiment la voix de son père. Hein, c'est quelque chose de très fort. Sur le plan émotionnel, sur le plan de la reconnaissance, de l'hommage, et on a joué son œuvre musicale. Que personne ne connaît. Eh oui. Non, ça a été un moment très fort. Et grâce à ça, croyez-moi, donc on a fait salle pleine, évidemment, dans cette immense ambassade, et ça a permis de donner, je ne sais plus, un Doppler, je crois. Un Doppler, un appareil. Et le dernier appareil qu'on a donné, d'ailleurs, c'est un, tu peux le dire? Un appareil de radio qui est mobile et que l'on peut transporter d'une salle d'opération dans une chambre, et ensuite envoyer des données vers un autre appareil dans l'hôpital où les médecins sont là-bas et peuvent consulter l'état de ce malade. Alors ils sont dans l'enthousiasme actuellement, ils sont très contents, c'est là notre récompense. Un appareil très complet et tout à notre fait. Notre récompense, elle est là, c'est de savoir que, au-delà des spectacles, au-delà des manifestations, au-delà des, qu'est-ce qu'on va dire, il y a quelque chose qui reste de concret, qui aide. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très triste à dire, c'est qu'il y a une solidarité fausse. Il y a une générosité hypocrite. Et je crois que la vraie générosité, c'est de savoir donner son temps, comme le font nos prêtres, nos frères, spirituels d'abord, nos amis, qui donnent leur temps de manière totalement désintéressée. Il n'y a aucun intérêt. Et à propos de noblesse, puisque souvent on se targue de noblesse, ou alors on se dit noble ou on ne l'est pas, mais qu'est-ce que la noblesse? Sinon le désintéressement. Merci.